Bonjour et bienvenue. Les défis de l'Afrique font souvent la une, c'est vrai. Mais pour vraiment comprendre les racines du problème, il faut parfois remonter un peu le temps. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui en explorant une analyse assez percutante qui part d'un paradoxe. Un paradoxe qui nous ramène tout droit dans les années 50. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Imaginez un peu la scène. On est dans les années 1950. D'un côté, on a l'Asie, un continent ravagé par les famines, les guerres civiles, bref, le chaos. Et de l'autre, on a une Afrique qui est autosuffisante sur le plan alimentaire, où les soins sont gratuits et où on peut se déplacer en sécurité. À l'époque, tout portait à croire que l'avenir de l'Afrique était bien plus prometteur. La question est donc immense, et elle est simple. Que s'est-il passé ? D'après cette analyse, la toute première pièce du puzzle, la racine même du problème, ce serait l'imposition d'un modèle politique qui n'est pas du tout africain. L'État-nation, calqué sur le modèle européen, un modèle qui serait complètement inadapté aux réalités du continent. On parle ici de véritable prison des peuples. L'idée, elle est assez simple, mais elle est brutale. Les frontières coloniales, qui ont été dessinées à des milliers de kilomètres de là, en Europe, ont créé des États totalement artificiels. Elles ont forcé des ennemis toujours à vivre ensemble, tout en séparant des peuples qui partageaient la même histoire. On a même ignoré la géographie. Prenons un exemple, le Sahara. Loin d'être une barrière inenfranchissable, c'était en fait une immense zone d'échange, un lien, une réalité qui a été complètement balayée par un simple trait sur une carte. Et ce découpage absurde, il a engendré un phénomène absolument dévastateur, ce qu'on appelle l'ethnomathématique. C'est un concept vraiment crucial à comprendre. Le principe est simple, les élections ne sont plus une compétition d'idées, non, elles deviennent un simple recensement. Le groupe ethnique le plus nombreux est mathématiquement sûr de gagner, ce qui condamne de fait toutes les minorités à être exclues du pouvoir. Cette logique nous amène à une conclusion assez radicale qui est résumée ici. Dans le contexte de ces États artificiels, le fameux principe démocratique « un homme, une voix », au lieu d'être une solution, il deviendrait un véritable accélérateur de chaos. Il transformerait chaque élection en une sorte de guerre de chiffres, une guerre de recensement. Bon, alors, quelles sont les conséquences concrètes de cette structure ? Comment cet échec politique s'est-il vraiment traduit sur le terrain ? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un effondrement quasi général de la gouvernance et de l'économie. Et pour ça, on a un cas d'étude particulièrement frappant. L'échec de ce modèle d'État a créé un vide immense, et ce vide, il a été très vite comblé par des élites qu'on pourrait qualifier de prédatrices. Leur objectif numéro 1, pas le développement du pays, non. L'enrichissement personnel. Et pour masquer 6 décennies de corruption et d'incompétence, il y a une stratégie toute simple, mais très efficace, faire de l'ancien colon le bouc émissaire de tous les maux. Pour bien illustrer ce point, il faut qu'on se penche sur le cas de l'Afrique du Sud. Il faut se remettre dans le contexte. En 1994, à la fin de l'apartheid, l'ANC hérite de ce qui est alors la première économie du continent. On parle d'un pays avec des infrastructures de premier ordre, un système financier moderne, une industrie diversifiée. Bref, un géant. Et là, le tableau parle de lui-même. C'est une trajectoire vertigineuse. En à peine 28 ans, la première puissance économique du continent a complètement basculé. Les infrastructures sont aujourd'hui défaillantes, le chômage a explosé, il dépasse les 50%. Et puis, il y a ce chiffre qui est terrible. 75% des familles noires vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Mais le chiffre le plus choquant, le plus incroyable peut-être, c'est celui-ci. Le revenu de la population noire la plus pauvre a chuté de 50% par rapport à l'époque de l'apartheid. Oui, 50% de moins. C'est une statistique qui force vraiment à remettre en question beaucoup de certitudes. Tous ces problèmes structurels très anciens, ils forment en fait le terreau des crises qu'on voit aujourd'hui. Des choses comme la pression démographique ou le djihadisme ne sont pas des phénomènes qui sont sortis de nulle part. Ce sont en fait les symptômes modernes de blessures historiques qui n'ont jamais vraiment été refermées. Alors là, accrochez-vous bien parce que les chiffres sont juste vertigineux. La population du continent est passée de 100 millions de personnes en 1900 à 1,4 milliard aujourd'hui. Et la projection pour 2050, 2,4 milliards. C'est une véritable bombe à retardement pour des États qui sont déjà extrêmement fragiles. Et si on fait un zoom sur le Sahel, la situation est encore plus critique. La population a déjà été multipliée par 4 en moins de 60 ans. Et elle pourrait encore doubler d'ici 2050. Le résultat de tout ça, c'est une cascade de catastrophes environnementales, économiques, sécuritaires, qui poussent des millions et des millions de personnes à quitter leur foyer. Et le djihadisme dans tout ça ? D'après cette analyse, il faut le voir comme une surinfection. Ce n'est pas la maladie originelle. C'est plutôt un virus opportuniste qui se propage en exploitant les vieilles blessures ethniques, ces fameuses fractures qui ont été créées par les frontières artificielles. Évidemment, ces échecs en interne ont des répercussions au niveau mondial. Le rejet des partenaires occidentaux traditionnels a créé un vide,
Et comme on le dit souvent, la nature a horreur du vide. De nouveaux acteurs sont donc entrés en scène, chacun avec ses propres ambitions. Le sentiment anti-français qu'on observe au Sahel en est un exemple parfait. D'après cette lecture des choses, c'est un pur outil politique, un moyen très facile pour les élites locales de détourner la colère de la population de leurs propres échecs vers un ennemi extérieur bien pratique. Et ce vide, bien sûr, il est très vite comblé. On a la Russie qui s'impose comme le premier fournisseur d'armes du continent, avec un discours anticolonial qui marche très fort. On a la Turquie qui avance ses pions, notamment en Libye et en Somalie. Et puis bien sûr, il y a la Chine qui assoit sa domination sur des secteurs clés comme les mines en République démocratique du Congo. Au fond, si on remonte le fil, toute cette chaîne de conséquences semble découler d'une seule et même racine, ce décalage total entre la réalité des peuples sur le terrain et la structure de l'État qui leur a été imposée. Ce qui nous laisse avec une question absolument essentielle pour l'avenir, le modèle de l'État-nation est-il vraiment la seule et unique voie possible ? Merci d'avoir suivi cet éclairage.